C'est bon, j'ai vu la lumière. Aujourd'hui, je vais vous donner mon second avis critique sur le film Rogue One. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. On va refaire la critique. Alors, j'ai déjà fait une première critique à la sortie du film en 2016, si je dis pas de bêtises. Alors, clairement, j'avais pas apprécié le film à sa sortie. J'ai revu la vidéo en question. Oui, parfois, ça m'arrive de revoir mes vidéos pour me rappeler ce que j'ai dit. Voilà. Je comprends son raisonnement. Je comprends le raisonnement de ce Brice Duhan de 2016. Pourquoi j'aime désormais Rogue One et pourquoi je le considère comme l'un des meilleurs films Star Wars. C'est vrai que j'hésite entre quelques films, mais je le place facilement dans le top 3 des meilleurs films Star Wars. J'avoue que j'ai enchaîné après avoir vu Andor, j'ai directement revu le film Rogue One et là j'ai vu la lumière, j'ai fait waouh, tout devient logique, tout devient agréable. Les questions ont désormais une réponse parce que quand tu regardes Rogue One sans connaître ces personnages, tu te dis mais c'est qui ces randoms qui vont se lancer dans une mission suicide? C'est ça mon problème à l'époque. Maintenant que j'ai vu Andor, pour moi, ce sont plus des inconnus. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la série Andor ou aller voir ma vidéo critique. C'est vraiment une masterclass. Clairement, cette série-là, je la mets dans le top 3 des meilleures séries que j'ai jamais vues dans ma vie. C'est monstrueux. C'est le Breaking Bad Star Wars, même si, bon, ça n'a rien à voir. Pas de question de drogue, mais en termes d'écriture, c'est vraiment exceptionnel. Il faut juste faire attention. Faut se forcer avec les 2 premiers épisodes qui sont un peu pénibles. Mais après, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, en regardant Andor, d'ailleurs, la série porte le nom du capitaine Andor, donc le personnage qu'on voit dans Rogue One, et on comprend tout de suite pourquoi il fonctionne comme ça, pourquoi dès le début du film, il rencontre un rebelle, donc quelqu'un qui fait partie de son camp, pour lui soutirer des informations. Ensuite, il se retrouve dans une situation où ils doivent s'enfuir. Donc celui qui lui a donné les informations, donc Tivik, est blessé, il sait qu'il va pas pouvoir s'enfuir, et là, Andor le bute. Ça c'est le début de Rogue One, hein, tu te dis, on est censé voir des héros, et la première chose qu'on voit, c'est un héros qui bute quelqu'un désarmé et par derrière. C'est technique de lâche. Maintenant, si tu as vu la série Andor, tu te dis, bah normal, normal, on comprend ce geste. Maintenant, le film a quand même un gros problème. Il est sorti avant la série. Il est sorti en 2016 et la série est sortie en 2020. Enfin, la première saison est sortie en 2022. Donc, à l'époque, je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié le film parce qu'on savait pas qui c'était ces personnages. Alors, j'ai cru comprendre qu'il existait des œuvres. Je crois qu'il y a eu un roman, une BD. Et en fait, si tu t'intéressais au contenu transmédia autour de ce film, tu comprenais mieux certaines choses. Mais attendez, moi, quand je vais voir un film au cinéma, j'ai pas envie de faire mes devoirs et me taper plein de trucs pour comprendre que ce personnage-là, il a un lien avec tel ou tel personnage, tu vois. Ou sinon, tu nous le rappelles à l'écran. Pour Capitaine Andor, toute sa psychologie est développée dans la série Andor. Et même pour le personnage de Saw, je comprenais pas pourquoi il était parano. Voilà, il y a un rebelle qui vient lui livrer des informations. Il a dit non, t'es pas un rebelle. Je vais te torturer, quitte à lui péter quitte à lui retourner le cerveau, mais je vais te torturer, je te crois pas. Et en fait, dans la série, tu comprends pourquoi il est comment dire, il est parano, parce que dans la série, en fait, il y a des espions qui espionnent. Il y a des espions il y a des espions partout. Du coup, ils ont plus confiance envers les uns et les autres. Il y a des espions au sein de l'Empire et tu as des espions au sein des rebelles. C'est vraiment un travail une guerre d'information. Celui qui aura les vraies informations pourra donc gagner cette guerre. Et c'est pour ça que voilà, les personnages sont un peu parano. C'est pour ça que dès le début du film,
Andor bute Tivik parce qu'il veut pas laisser un rebelle se faire capturer parce qu'il va délivrer des informations. Dans cette guerre, l'information, c'est le nerf de la guerre. Ce qui est assez ironique en plus, c'est juste avant de le buter, il dit ça va aller. Tu dis ah ouais d'accord, ça va aller, une balle dans le dos. Alors qu'il s'agit de quelqu'un un rebelle, qui fait partie donc des rebelles, qui a mis sa vie en danger pour récupérer des informations. Voilà. Sauf que Andor préfère buter un allié, quitte à... Enfin, mieux vaut un allié mort qu'un allié aux prises de l'Empire qui ont les moyens de les torturer. Parce qu'en fait, pareil, les moyens de torture, on le voit dans la série Andor. Ils ont des moyens de torture qui leur permettent d'obtenir les informations qu'ils veulent. Et quand tu sais tout ça, pour avoir vu la série Andor, tout semble logique. C'est normal. Il doit le buter ici. Il doit le buter. Il n'a pas le choix. Parce que si l'Empire découvre que les rebelles sont au courant du projet de l'Étoile Noire, etc., l'Empire va renforcer la sécurité. Et ça va être beaucoup plus problématique pour les rebelles pour neutraliser ce projet. Dans la série Andor, pareil, à un moment donné, il est question de Galen Erso. Tu dis, mais ça, j'avais oublié que c'était ce personnage-là dans la série Rogue One et que c'est un personnage extrêmement important parce que sans lui, le projet de l'Étoile Noire est compromis. D'après ce qui a été énoncé, voilà, c'est un scientifique très doué dans son domaine et que sans lui, ce projet n'aurait pas pu avancer. Et là, on le voit dans la série, dans le film, pardon. Mais voilà, tout semble logique. On comprend mieux un peu plus les enjeux et également l'importance du perso. Et on comprend également pourquoi le capitaine Andor a la mission de le tuer. Parce que si on tue ce mec, il n'y a pas d'étoile noire. Le problème, c'est que dans le film, le personnage principal, c'est la fille de Galen Erso, donc Jean, qui... le personnage de Jean, je trouve que c'est un peu dommage qu'on la voit pas dans la série. Maintenant, est-ce que c'est pas une question de... Comment dire? Peut-être que l'actrice n'a pas voulu rejouer son rôle. Parce qu'en fait, on retrouve tout le casting. Hein. Tout le casting de Rogue One est présent dans la série Andor. Sauf Jean, qu'on voit pas du tout. Je sais même pas s'il est mentionné. Juste, il y a le Galen Erso qui est mentionné, mais sinon, Jean n'est pas mentionné. Alors, peut-être pour une question de timing, d'emploi du temps, elle n'a pas pu se libérer pour... Ou sinon, il y a aussi le fait que le scénariste d'Andor n'avait pas... Enfin, il a voulu clôturer rapidement sa série parce que la série coûtait très... c'est une des séries les plus chères jamais produites dans l'univers de Star Wars. Donc voilà, ils ont dû faire des choix. À l'époque, quand j'ai vu le film en 2016, je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient foutre ici, Forest Whitaker, dans un vieux rôle de mec amputé dans une cave, un peu parano. C'est vrai qu'on le voit pas beaucoup dans le film Rogue One. Le seul moment où on le voit, c'est sur Gerda, le temps d'une séquence. Maintenant que j'ai vu la série, d'ailleurs qui lui donne des vraies scènes, on comprend le personnage, on comprend pourquoi il est comme ça. C'est ça qui est un peu dommage en fait. Pour apprécier le film, pour moi, pour apprécier le film, il faut avoir vu la série. Comme j'ai dit tout à l'heure, le film est sorti d'abord et ensuite ils ont fait une série sur ce qui s'est passé avant. Donc on recroise les mêmes personnages à différentes périodes de leur vie et ça donne de la matière à ces personnages et du coup on s'y attache. Alors que dans le film, on nous présente plein de personnages. Déjà, il faut retenir tous les noms, leurs différentes relations. Il y a différents types de rebelles. Tu as des rebelles qui sont rebelles, mais ils veulent bien travailler avec d'autres rebelles. Et tu as des rebelles qui sont rebelles contre tout le monde. Ils veulent travailler avec personne. Et du coup, voilà. So fait partie de ces personnages qui sont un petit peu à part. Mais voilà, on le voit, on nous le présente dans le film et il meurt genre quelques minutes après. Moi, à l'époque, je me dis, mais quel est l'intérêt? On s'en fout de ce personnage qui meurt ou pas. On n'a même pas le temps de s'intéresser à ce personnage. On ne sait pas d'où il vient, comment, pourquoi tu vois, on sait pas pourquoi il inhale un gaz, en fait. Et dans la série, on t'explique pourquoi il le fait. Voilà.
tout ça devient agréable à regarder. Tu dis, bon, bah, il fait ça parce que oui, on comprend. Il y a un épisode dans la série où il explique que plus jeune, il a travaillé dans un environnement très toxique et que il a besoin de ce gaz pour, je sais pas, pour rester en vie. Voilà. C'est dommage, hein. Vraiment. Je comprends le Bryce Duane de 2016. Il a raison. Hein, il a raison. On comprend pas. En fait, moi, quand j'ai vu le film, je me posais plein de questions. En fait, j'apprécie pas le film parce que j'étais là. J'étais en train de me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi il meurt? Et qui ces gens-là, en fait? Pareil, dans Rogue One, on les voit accompagnés d'un robot. Voilà, ce fameux robot K2SO. D'ailleurs, très bon personnage qui a les meilleurs punchlines. Et dans la série, on a son origin story. On sait d'où il vient. On le voit évoluer avec le groupe des rebelles, alors qu'à la base, c'était un soldat de l'ennemi, un robot de l'ennemi, qui a été capturé, et ils l'ont reprogrammé. Voilà, mais tout ça, on le sait pas. On le sait pas en regardant le film. Donc c'est dommage. Du coup, en fait, ce film-là, je le vois comme l'épisode final de la série Andor. Voilà, c'est l'épisode final de 2 heures. Et là, j'apprécie, j'adore. J'ai dit, je retrouve les personnages, je retrouve leur relation, tout devient limpide, tout prend sens en fait. C'est-à-dire son caractère, on le voit dans la série et on comprend pourquoi il est comme ça, pourquoi il a ce petit sarcasme assez rigolo, un peu détaché des autres. Par contre, grosse incohérence avec le personnage de Chirrut, lui, le moine là, avec son ami Baz. Alors, c'est très sympa les scènes de combat avec Chirrut. Le problème, c'est que dans le film, après avoir aidé nos héros durant une scène de fusillade, il va donc rejoindre le groupe. Et le truc, c'est que pendant les 2 saisons de Andor, on nous explique que il faut se méfier de tout le monde tout le temps. Voilà. Parfois, tu as des alliés qui font semblant d'être des alliés, mais derrière, ce sont juste des espions pour l'Empire. Et inversement, au sein de l'Empire, voilà, ils veulent vérifier toutes les informations autour avec qui ils ont affaire, avant de leur donner accès à des informations. Donc là, le moine et son pote vont rejoindre le groupe, alors que Capitaine Andor... il sait qu'il ne faut pas faire confiance aux gens aveuglément. Enfin, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il est aveugle, le mec. Mais voilà, tu ne peux pas donner ta confiance comme ça à des randoms, en fait. Ok, ils t'ont aidé, mais ça se trouve, c'est un simulacre. Et ça, on le voit dans la série. Il se méfie de tout le monde. C'est pour ça que So, il est un peu parano. D'ailleurs, le Capitaine Andor, s'il est un peu parano, il fait confiance à personne. Même au sein des rebelles sur la planète Yavin, le sort de petit groupe de décision, là, le Sénat de Yavin, ils n'ont pas confiance. Dès lors qu'on leur donne des informations, ils disent non, on n'y croit pas. Nous, on veut des preuves concrètes, mais sinon, on n'y croit pas, tu vois. Et là, on a voilà, le moine qui débarque de nulle part avec son pote Baz, là, avec une grosse mitraillette. Bon, bah, il rejoint le groupe. Ça, c'est la petite incohérence parce que ça colle pas du tout avec la mentalité d'Andor et les propos de la série. Ce qui est aussi un peu dommage, c'est le revirement de Jyn Erso. Au début du film, voilà, c'est un personnage qui est un peu isolé, qui vit de petits larcins, qui se retrouve en prison et puis se fait libérer par le groupe des rebelles. Très vite, elle va rejoindre donc ce groupe et retrouve et découvre un message de son père. Et là, tout d'un coup, il devient rebelle. Voilà. C'est le seul petit bémol que je pourrais, on va dire, souligner par rapport au film. Ça aurait été plus intéressant de faire une série. Alors, j'ai lu par la suite que le film a connu des reshoots et une réécriture pendant la phase de production. Ceci explique pas mal de choses, notamment la séquence avec comment il s'appelle, Dark Vador, qu'on voit dans le film. Donc cette séquence, enfin toutes les séquences autour de Dark Vador étaient ajoutées en fin de production. Alors ce qui est marrant, c'est que dans la série Andor, il n'y a vraiment aucune volonté de faire du fanservice. Il n'y a pas le moindre sabre laser, il n'y a pas la moindre image d'Anakin, de Palpatine. Peut-être Palpatine est mentionné 2 fois, parce que bon voilà, c'est l'empereur. Mais sinon,
aucune mention des autres personnages iconiques. C'était la volonté de l'auteur de ne pas faire dans le fanservice de bas étage. Alors que dans le film, il y a quand même du giga fanservice. Par contre, le fanservice est super bien tourné, super belle photo. On n'a jamais eu un Dark Vador aussi charismatique. Donc merci le fanservice, parce que c'était la seule séquence que j'avais aimée, enfin toutes les scènes autour de Dark Vador. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'en voyait pas assez, et j'ai trouvé ça aussi dommage qu'il se fasse un peu avoir à la fin, parce qu'au final, il est intervenu, mais les rebelles ont pu partir avec une clé USB contenant les informations. C'est un peu bête, mais vraiment, je crois que c'est le plus bel hommage à Dark Vador. Il n'a jamais été aussi inquiétant, menaçant que dans ce film. Alors, on se rappelle tous de cette séquence, les amis. C'est la séquence, j'en ai des frissons. Tu te dis, waouh, ça c'est de la mise en scène, les gars. Il y a une ombre, on voit pas, on sent juste une présence, et puis on voit le sabre laser. Le sabre de la mort, les amis. Et là, j'avoue que cette séquence dénote un peu avec le reste du film. C'est le seul personnage qui a des super pouvoirs. Hein. Les autres, voilà, ils se prennent juste un coup de blaster, ils sont morts. Hein. Et là, tout d'un coup, t'as un être surhumain qui affronte des dizaines de rebelles qui utilisent des blasters, mais c'est voilà, c'est zéro danger. Voilà, pour lui, c'est juste des petits mobs, des petits sbires à tabasser pour XP. Donc en fait, parce que le film Rogue One, c'est le postulat, c'est on s'intéresse aux rebelles, donc un parti pris très terre à terre, donc des humains. Des êtres vivants sans pouvoir, un coup de blaster, ils sont morts. Hein. N'importe qui dans le film, tu le vois, il se mange un blaster, voilà, il se relève pas. Là, t'as Dark Vador qui marche tranquillement, il court même pas, tu vois, il marche comme ça, paf paf avec son sabre laser, il renvoie les balles. Et donc c'est vrai que ça dénote complètement avec les propos d'Andor. Et d'ailleurs, c'est pour ça que de la série du film Rogue One, c'est pour ça que dans la série Andor, pas de sabre laser. En fait. Quand avec du recul, tu vois quand même que c'est deux approches différentes. Hein. C'est vrai que toute ta partie de surhumain, enfin d'être surhumain, qui ont des pouvoirs vraiment. Dans la série, les Stormtroopers, t'as peur d'eux. Ils ont. C'est juste comment dire c'est juste des figurants dans les films avec les Jedi, mais dans la série Andor, ils font peur parce qu'ils sont armés et un coup de laser, c'est fini. Ton allié, il meurt. Le héros, il meurt. Dans les films ou autres séries où il y a des Jedi, les Stormtroopers, c'est des figurants. C'est des sacs de frappe, en fait. Ils sont là pour mourir. Ils servent à rien, ils font pas peur. Et c'est vrai que cette approche est vraiment différente. Et j'ai trouvé que, avec du recul, que cette séquence n'avait... C'est vrai, hein, je me dis, cette séquence n'avait pas lieu d'être. C'est pour ça que ça a été tourné à la fin. Initialement, c'était pas prévu. C'est vrai que ça dénote complètement avec l'approche du film, très terre à terre. Mais bon, voilà. C'est du très bon fanservice, on accepte, on prend, parce que dites-moi, la dernière fois qu'on a vu un Dark Vador aussi impressionnant, aussi oppressant, c'était quand? Moi, je me rappelle pas d'un Dark Vador aussi oppressant. Vraiment, tout film confondu, c'est le prime de Dark Vador. Hein. Donc, Rogue One, c'est l'un des meilleurs films. Parce que bon... Ça se discute avec, j'avoue que l'épisode 3, avec les certaines symboliques, j'avoue aussi que l'épisode 5, il y a quand même des très très bons... ce sont des bons films Star Wars. Rogue One, c'est vrai que si t'as pas vu la série, tu passes à côté de plein de choses. Tu passes à côté de plein de subtilités. Tu comprends un peu mieux les relations entre les différents personnages. Tu comprends mieux pourquoi certaines choses sont dites. Tu comprends pourquoi certains personnages se comportent de cette manière-là. Tout devient limpide et simple. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi, lorsqu'ils ont tourné Rogue One, il y a eu des reshoots. Parce que je pense qu'à l'époque, le scénariste Tony Gilroy, il a dû se battre pour essayer de proposer un Star Wars sans les sabres laser, sans les Jedi et la Force, machin et tout. Parce que là, on part dans un côté fantastique, hein, des gens surhumains. Et donc s'intéresser un peu plus au conflit rebelle-empire avec des êtres vivants qui peuvent mourir à tout moment.
D'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film Andor, enfin dans la série Andor. La plupart des gens que vous allez voir à l'écran, et bon, ils vont pas vivre très longtemps. Enfin, certains oui, d'autres non. Et du coup, il y a il y a cette pression. Alors que dans les films Jedi, t'as pas cette pression. Quand tu vois un Jedi, tu sais qu'il va pas mourir. Enfin, sauf évidemment certains films où il fallait tuer quelqu'un pour. Il y a une symbolique quand un Jedi meurt. Il y a souvent la naissance d'un nouveau Jedi. Il y a une certaine symbolique. Les gens ne meurent pas vraiment. Voilà. Le côté pur, comment dire, le côté du bien se renouvelle, il ne meurt pas vraiment, tu vois. Donc voilà les amis, Rogue One, c'est un très très bon film. Alors c'est assez ironique parce que dans l'espace commentaire de ma première vidéo, les gens me taclaient à la gorge, t'as pas compris le film, t'es passé à côté du film. Oui, je suis passé à côté du film, mais parce que j'avais pas lu les romans, j'avais pas lu les comics, j'avais pas suivi les séries animées, etc. Parce qu'en fait, dans les séries animées, je crois, enfin, je sais plus dans quelle série, je crois que je sais pas si c'est Rebelle ou La Guerre des Clones, mais voilà, on retrouve certains de ces personnages et forcément, les gens qui ont suivi tout ce qui a été fait autour de Star Wars apprécient ce qu'on leur montre. Moi, quand je suis allé voir le film de ce groupe-là, full inconnu. Je me suis dit, mais c'est qui ces gens-là en fait? Pour moi, c'était full inconnu. Voilà. Forcément, je les vois mourir. Bon, je dis, c'est con, vous êtes morts, mais c'est quoi le projet? Alors que, après avoir passé quasiment 2 saisons à suivre les aventures du capitaine Andor, c'est le GOAT. C'est un peu dommage que dans le film, c'est presque un second rôle. Hein. En fait, on le voit comme un assassin un peu comment dire, un assassin sans cœur, mais quand tu regardes la série, tu comprends pourquoi il est devenu comme ça. C'est logique. Et en fait, il y a 2-3 moments où son jeu est un peu subtil, on le voit un peu douter, et en fait, pareil, si t'as pas vu la série, tu comprends pas pourquoi il y a cet aspect-là, en fait. On l'a poussé dans cette direction-là, mais au fond de lui, il sait qu'il y a certaines choses, il a pas envie de le faire, il a plus envie de les faire, en fait. À chaque fois qu'il tue quelqu'un, en fait, il prend pas de plaisir. Enfin, il prend pas de plaisir, ça le gêne en fait. Ça le gêne et ça, on voit pas forcément très bien la première fois lorsqu'on voit le film. Et puis le seul truc que je pourrais encore reprocher au film, voilà, c'est Jyn Erso, il prend trop de place. D'ailleurs, sur l'affiche, il prend trop de place. Hein. Et je sais pas s'il existe. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il existe une série ou des trucs autour de ce personnage, parce que moi je le vois que dans le film et puis c'est tout, voilà. Alors que Captain Andor, voilà, on a eu droit à une série sur lui et même sur le robot, hein, les deux et même So aussi on le voit dans la série, mais le reste voilà, c'est fou. Ah si, il y a aussi le méchant Trivik là, je crois que c'est capitaine ou général, on le voit dans la série, il est très très bon aussi. Et on comprend mieux son ambition dans le film. Donc voilà les amis, Rogue One, si vous ne l'avez pas vu, voyez-le. J'irai même regarder d'abord la série Andor, pour ensuite revoir ou voir Rogue One, et là vous allez kiffer de fou. Et je trouve ça dommage que ça a été fait dans le désordre. Voilà, je comprends pas. Alors peut-être que le succès de Rogue One a permis à Tony Gilroy de développer un peu plus ses personnages à travers une série. Parce que le film aurait été un flop, il n'aurait pas eu un gros budget, parce qu'il a eu un énorme budget pour sa série. Je trouve ça un peu dommage que la série ne soit pas aussi... j'ai pas l'impression qu'elle a beaucoup fonctionné. J'ai lu 2-3 articles comme quoi ça a coûté très cher, mais la rentabilité... on n'y est pas du tout là. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'ont pas vu la série. Et c'est un peu dommage. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.